joindront à nous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour un de nos midis conservation mensuels organisés par le réseau des Mines naturelles. Donc, pour ceux et celles dont c'est la première fois, sachez que votre micro et votre caméra sont désactivés par défaut afin d'assurer une présentation fluide et agréable pour tout le monde. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions en les écrivant dans la boîte questions et réponses qui se situe en dessous de votre écran. Et puis à la fin, vous aurez également l'occasion de vous signaler si vous souhaitez poser votre question de vive voix. Vous aurez également ce choix-là. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir les fondatrices du marathon collaboratif, Kim Marino, biologiste et consultante en écologie depuis 1999. Elle cumule 35 ans d'expérience en écologie végétale, botanique et gestion des écosystèmes avec plus de 300 études à son actif. Experte en litiges environnementaux, elle enseigne à l'Université de Sherbrooke et forme ses pairs sur les milieux humides. Présidente d'Éco-Corridor Laurentien et vice-présidente de la Société québécoise de bryologie, elle œuvre pour la conservation et la transition écologique. Et nous avons aussi la chance de recevoir Louise Gratton, qu'on ne présente plus, pionnière dans la protection des milieux naturels. Louise est biologiste et consultante en écologie et en conservation. Elle a travaillé auprès de divers organismes avant de cofonder Corridor Appalachiens à l'aube des années 2000. Donc, Kim, Louise, bienvenue. Merci de votre présence. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous laisse la parole. Je vous laisse partager aussi votre écran. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup, Nelly. Vraiment honorée, Louise et moi, là, je prends la parole en premier, mais Louise et moi, on est vraiment honorés de faire partie de vos invités là, durant toute la saison. Et effectivement, on a plein de choses à vous dire, surtout faire le compte-rendu d'un événement qui a eu lieu il y a 2 ans. Et puis, on va y aller effectivement en mode, on va raconter toute une histoire, puis ensuite, on va essayer de répondre à vos questions. On va vraiment être intéressé à voir qu'est-ce que ça suscite en vous. Et les participants, j'espère qu'il y en a qui sont nombreux dans la salle. Et les gens qui n'ont pas participé à cet événement qui a eu lieu il y a 2 ans, on vous invite à réagir à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, on était trois bonnes amies qui avons eu envie de créer quelque chose de nouveau au Québec, c'est-à-dire un organisme, un nouvel organisme. Il y en a beaucoup des organismes. Et effectivement, on se disait qu'il n'y en avait pas d'organisme qui tentait des nouvelles façons de susciter une adhésion à la transition socio-écologique. Il y en avait beaucoup d'initiatives, mais on trouvait qu'il manquait quelque chose alors dans l'écosystème des organismes. Donc, on a créé Marathon collaboratif avec Aurélie Sierra, qui était aussi une partenaire, une amie qui m'a beaucoup inspirée personnellement pour développer des nouvelles approches, une nouvelle façon de voir l'engagement, de voir aussi comment mobiliser des communautés. Et elle m'a vraiment coachée préalablement à la création de marathon collaboratif pour être un peu une meilleure intervenante dans les causes dans lesquelles je m'implique. Donc, on était trois femmes déterminées et on a élaboré une nouvelle façon de faire en créant cet organisme-là, Marathon collaboratif. Je vais le dire plusieurs fois, j'espère que ce ne sera pas trop redondant. On a eu plusieurs autres personnes qui se sont joints à nous trois, surtout dans les premiers mois de l'itération des idées qu'on avait par rapport à une nouvelle façon de trouver des solutions environnementales satisfaisantes et très concrètes, notamment des ingénieurs et des gestionnaires de projets de haut niveau ainsi qu'un chercheur. Donc, je vais les nommer Pierre Laurent, ingénieur en développement logiciel, une personne habituée à faire des hackathons notamment. Donc, on voulait avoir cette idée-là de mobilisation de ressources intellectuelles. Donc, il est venu nous donner un bon coup de main préalablement à notre événement, ainsi que Philippe Alangry, qui est toujours gestionnaire de projet dans l'organisme Agile aussi. Donc, c'est un organisme créé qui permet de susciter un engagement ou une mobilisation plus importante au Québec pour des projets de tout acabit. Et Jean-Olivier Goyette, un stagiaire de l'Université Laval, postdoc, qui aussi voulait contribuer à créer un nouveau mouvement avec nous.
ainsi que la consultante Véronique Vermette, qui est, j'espère, parmi nous aujourd'hui, qui a été très importante pour l'organisation préalable dans les mois précédant notre événement qui a eu lieu il y a 2 ans. D'autres personnes importantes nous ont aussi encouragés à développer notre projet, soit par la rédaction d'une lettre d'encouragement et de soutien, ou avec des idées, notamment Virginie Zingraff de la Maison de l'innovation sociale qui a vraiment contribué aussi à développer notre structure de projet pour avoir quelque chose de très innovant dans l'ensemble de tout le procédé. Je vous rappelle le contexte, on est en 2020-2021. Évidemment, on a plein de gens qui nous ont inspirés depuis les années 60-70. Évidemment, beaucoup tout un vécu, chacun chez nous au niveau environnemental, une prise de conscience. Et notamment pour moi, personnellement, c'est Harvey Mead qui a déjà dit qu'il était déjà trop tard pour préserver la vie telle que nous la connaissons après des décennies d'inaction. Soit nous changeons notre système par un effort collectif massif, soit le système s'effondrera sous le poids de ses excès, qu'ils soient économiques, sociaux ou écologiques. Donc, pour moi, c'est très, très fort après, sachant toute l'énergie que M. Mead a mis dans toute sa vie active jusqu'à la fin de sa vie, je me rends compte qu'on doit procéder autrement et d'autres personnes, évidemment, comme Louise et Aurélie, pensent la même chose. Il faut que ce soit majeur, les changements à faire. Donc, on est en 2020, après la COVID, pendant la COVID, en fait. Et effectivement, il y a d'autres personnes qui sont chez eux aussi qui réfléchissent à ces enjeux-là, notamment le groupe autour du CSBQ qui a aussi réuni des organismes importants au Québec, 6 organismes qui ont publié le livre blanc, Un plan sud pour le Québec. Donc, j'essaie de vous rappeler un peu les actualités à ce niveau-là et évidemment, c'est toujours important que des chercheurs et des gens des organisations existantes réfléchissent ensemble, comme nous, ce qu'on a fait aussi, et amènent certaines solutions sur la table. Donc, ils ont aussi tenté de susciter une adhésion plus large là, dans la création de leur plan Sud pour le Québec pour protéger la biodiversité dans la partie privée, si on veut, du territoire. En parallèle, il y a eu aussi la consultation gouvernementale sur la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement. Vous vous souvenez que ça a quand même été un événement important parce que ça leur a permis de faire des changements législatifs aussi. Bon, je ne raconterai pas la fin de l'histoire au complet, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ces consultations-là sont importantes, font réagir les gens, tout ça, mais des fois, ça reste lettre morte. Donc, c'est pas toujours ça qui nous amène à faire des vrais changements structuraux dans la société. L'objectif, on a toujours l'objectif en tête de faire des changements qui vont être concrets pour la biodiversité, aussi pour le bien-être des citoyens. En 2022, il y a eu d'autres initiatives, notamment certains ateliers en 2021-2022, ateliers de travail pour justement une stratégie nationale de conservation de la biodiversité qui a mené à un regroupement qui s'est appelé l'Agenda 2030, avec aussi des libellés de recommandations prioritaires sur un certain nombre de recommandations, plusieurs organismes ont participé à ça également. Donc, c'était quelque chose qui allait aussi dans le même sens que ce que nous, on voulait livrer. Un deuxième atelier en novembre qui a eu lieu aux ateliers sur la conservation des milieux naturels à l'automne 2022. Donc, on voit que toute cette construction-là est importante. Ça confirme vers où on veut aller. Ça envoie des messages au gouvernement aussi. Et ça reste souvent dans des rapports, dans des listes d'actions à mener. Puis, c'est pas toujours concret non plus par la suite. Évidemment, ça a culminé avec la COP en 2022 et effectivement, notre bon gouvernement a tenté d'émettre aussi des recommandations pour aller dans le sens de ce que la COP demandait à chaque État. Donc, on avait plusieurs initiatives dans différents secteurs, mais effectivement, le gouvernement semblait aussi vouloir bien paraître à la fin 2022 en disant oui, on adhère aux intentions relevées dans la COP 15. Donc, on sentait un bon mouvement,
une bonne façon d'avancer différentes initiatives. Comme vous voyez, on en a nommé quelques-unes ici dans cette diapo et il y en avait vraiment beaucoup, peut-être qu'on a oublié d'ailleurs. Et c'est pas un problème de mobilisation, hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à tous les jours puis on veut reconnaître ça aussi pour faire avancer finalement la conservation de la biodiversité dans une amorce de transition. Donc, notre constat, ben, il y a beaucoup de recommandations sur la table, mais ça ne suffit pas. Il manque d'engagement, puis on n'arrête pas de se faire dire que c'est urgent, c'est urgent. Là, on est toujours en 2022 et puis il y a certains besoins, notamment de défaire les silos, c'est-à-dire réunir différentes sphères de la société, autant au niveau agricole, forestier, municipal, les organismes, pour essayer d'avoir une stratégie plus globale, un peu plus transversale. C'est vraiment ça qui était notre constat. Ça ne fonctionne pas, tout le monde travaille en parallèle et c'est difficile d'arriver à un consensus. L'outil qu'on a pensé, pour lequel on réfléchissait depuis déjà 2 ans, c'était de créer un événement qui serait très rassembleur, qui permettrait la co-construction de solutions un peu plus concrètes plutôt que des choses un peu plus floues au niveau des objectifs. Donc, l'idée, c'était d'amorcer la transition socio-écologique. La formule, on veut effectivement réunir les bonnes personnes, mais on veut que les personnes arrivent dans notre événement avec quand même en main beaucoup de compréhension des statistiques, des enjeux, avoir des données sous la main, tout ça. Donc, on a fait un gros travail à partir des écrits existants pour essayer de documenter le plus possible les enjeux en biodiversité, mais aussi en aménagement du territoire qu'il soit en terre privée et publique, en milieu agricole ou en milieu urbain et Oh, en région aussi. Donc, c'était tout. Est-ce que je suis toujours là? Mon oui, Internet, oui, est-ce qu'il fonctionne? OK, ça va. oui. Donc, finalement, avec ce travail préliminaire, on a pu définir un peu des orientations déjà pour essayer de recruter des gens qui participeraient à notre événement. Vous vous souvenez peut-être que c'était sur invitation, que des gens qui avaient envie de venir dans notre événement, mais qu'on leur disait non, pas sûr, c'était pas très poli. Mais effectivement, on a dû restreindre le nombre de participants, évidemment, puisqu'on devait arriver à boucler aussi un certain budget qui nous avait été trouvé par le RMN. Donc, les objectifs de cet événement-là, qui était vraiment condensé en 2 jours, c'est vraiment de mettre à profit différentes connaissances du territoire autour de plusieurs tables et d'essayer d'identifier, comme les autres événements aussi, des actions prometteuses réalisables et aussi qui permettraient de mettre des jalons pour arriver à 2030 avec euh, des résultats concrets. Donc ça, on sentait que même si on a beaucoup, beaucoup de bonnes intentions depuis les années, même 60, 70 au niveau légal, par exemple, il fallait trouver des nouveaux leviers pour essayer d'atteindre certains objectifs au niveau de la transition écologique. Et c'était vraiment l'objectif d'arriver à des choses très concrètes pendant 2 jours de travail acharné et d'arriver à une séquence d'activités ou de jalons qui permettraient aussi d'atteindre les objectifs qu'on se fixait. Donc, il ne fallait pas que ce soit trop idéaliste, mais effectivement avec des jalons qui permettraient ensuite de diffuser ces jalons-là pour que les acteurs qui ont les deux mains sur le volant, comme on dit, puissent prendre ça en charge. Donc, je vais vous montrer au niveau visuel qu'est-ce que ça peut donner. Donc, l'idée de ces événements-là, que ce soit hackathon, marathon collaboratif, il faut que les gens qui embarquent dans cette aventure-là, c'est vraiment une aventure puisque c'est très, très dense, il faut travailler très fort, beaucoup d'heures consécutives. Il faut vraiment se mettre en position de collaboration et aussi, c'est une immersion. On quitte la maison, on s'en va s'immerger avec des gens qui veulent la même chose que nous, c'est-à-dire contribuer à transformer les enjeux sociaux et socio-écologiques pour être capable d'arriver à des actions concrètes en très peu de temps. Donc, c'est vraiment une immersion. Il faut vraiment embarquer dans le train, si on veut, pour arriver à structurer ce genre d'événement-là. On avait quand même beaucoup de gens qu'on a réunis
autour de cet événement. Il y avait les participants eux-mêmes, mais en plus, il y a eu beaucoup de collaborateurs qui nous ont aidés, soit pour mettre de la petite magie à l'intérieur de notre événement, pour s'assurer qu'on donnait un espace et de liberté et de bien-être à nos participants pour être capable de retirer le mieux de ce que les gens ont envie de contribuer finalement. Le déroulement, donc, c'est dans des locaux de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Donc, 56 participants qui ont vraiment mis leur cœur là-dedans. Et ceux qui sont dans la salle, je les en remercie encore parce que ça a été vraiment un événement très spécial, je pense, dans le cœur de tous les participants. On a donc eu à séparer, trouver les thématiques sur lesquelles on voulait faire travailler les gens. Il y a eu 8 groupes séparés en 7 thématiques. On a donc réuni des gens autour de certaines thématiques, les mêmes thématiques qu'on a habituellement, aménagement du territoire, foresterie, aménagement en terrain rural aussi, foresterie privée, éducation et tout le milieu hydrique également. Donc, on avait réuni des gens qu'on savait qui avaient les bonnes compétences pour avoir et de l'information, une vision, une compréhension de ces enjeux-là également. Là, je ne peux pas faire le tour de tout ce qui est sorti. On a fait un rapport qui est très, très... c'est un rapport synthèse. Louise a beaucoup travaillé sur ce rapport-là pour essayer de rendre et de ne pas oublier toutes les idées qui ont émergé de ces réflexions-là. Je vais vous parler plus précisément de ces deux thématiques-là, l'aménagement territoire urbain et la foresterie et l'exploitation en terre publique. On avait un événement sur 2 jours qui était séparé en différentes étapes pour s'assurer qu'au niveau intellectuel, on est capable de faire émerger les meilleures solutions au bout du compte. Donc, bien comprendre les enjeux, les problématiques et aussi s'alimenter entre nous pour être capable de structurer finalement de façon très claire ce qu'on veut faire avec cette transition-là. On a utilisé les services de Communagir, qui est une entreprise collective qui est spécialisée dans la tenue d'événements de planification stratégique et autres, qui étaient vraiment des très bons aviseurs et qui ont aidé pour tout le contenu, la façon de structurer le contenu avec une série d'activités. Je les nomme rapidement, les poupées russes, formule défi, là, je ne vois pas tout mon écran. Imaginaire des possibles, changement visé, sabotage, trouvons ensemble, chapeau de Bono. Et il y avait un 8e qui était justement de créer l'ensemble des jalons pour arriver à 2030 avec des résultats concrets. Donc, je vais rester assez évasive sur l'ensemble des étapes. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passait au niveau de certaines de ces étapes-là, la formule défi, les changements visés et trouvons ensemble. Donc, c'est 3 niveaux d'activité. C'est assez ludique pour être capable de trouver nos solutions. Effectivement, la dernière étape là, de la deuxième journée, c'était que notre solution qu'on avait déjà trouvée ensemble pour chacun des thèmes soit étalée avec des jalons qui sont réalisables. Donc, permettre aussi qu'en 2030, les actions ou notre rêve pour arriver à 2030 avec la conservation qui fonctionne dans les territoires soit réaliste et permettent ces jalons-là exprimés qui soit logique dans l'ensemble du cheminement des 2 journées. Là, je sais que je vais très vite. Donc, au niveau des résultats, juste vous dire, après 2 journées, c'est incroyable ce qui a été soulevé dans l'ensemble des équipes, nos 8 équipes. Là, ça ne prend pas des grosses équipes pour être comment on dit ça, efficace parce que justement, quand les équipes sont assez restreintes, peu de participants par équipe, chaque personne est plus mobilisée que quand on fait des grosses équipes. Là, juste vous dire ça, c'est plus facile d'être efficace en petites équipes. Donc, on a relevé 178 défis avec 236 actions proposées. Ça, c'est pour l'ensemble des tables avec 29 actions prioritaires et on a réussi à concocter à la fin de ça 7 plans d'action de façon assez précise et logique.
Donc, dans la formule défi, qui était la deuxième étape de l'ensemble du marathon, on avait à concocter des libellés d'objectifs qui soient quand même assez clairs et positifs surtout. Donc, souvent, on est super bon pour dire qu'est-ce qui va mal, mais qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, dans quelle structure de la société qu'on veut intervenir de façon positive pour donner le goût aux gens de se mobiliser. Donc, la façon d'exprimer les choses, bon, là, je donne l'exemple de l'aménagement en territoire urbain. On a à écrire un verbe et s'assurer que ça semble cool d'embarquer là-dedans. Donc, bonifier le cadre juridique, revoir la fiscalité municipale et la planification urbaine pour favoriser la conservation, avoir une mobilisation plus inclusive. Je vous rappelle que la provenance de nos participants était très élargie, autant du milieu agricole, des communautés autochtones aussi. Donc, on a eu toujours cette vision-là d'avoir une plus grande inclusion pour mobiliser plus de personnes aussi dans nos façons d'exprimer les solutions. Et aussi mettre en place un organisme de concertation nationale, parce qu'on est souvent sectoriel, soit par région ou par sujet. Je pense aux OBV, par exemple, qui s'occupent de façon très précise de l'eau, ou les CRE. Donc, il y en existe des organismes nationaux, mais qui prennent en charge la biodiversité de manière très transversale, et ça existe moins. Donc, on a essayé d'établir une certaine liste de défis qu'on aimerait qui soient relevés durant les prochaines années. Pour ce qui est d'état public, évidemment, on a fait contribuer encore plus les gens des communautés autochtones et les gens du milieu forestier. Donc, on a pu établir une série d'éléments qu'on voulait qui soient pris en charge de façon positive. Donc, démontrer la véritable valeur économique du milieu forestier, pas seulement en termes de fibres ligneuse. Donc, avoir une façon de gouverner qui soit un peu plus transparente, avec une plus grande inclusion des communautés locales et des communautés dans leur ensemble. Réparer l'injustice historique de la dépossession des terres des Premières Nations, diversifier les modes de tenure pour répondre aux besoins autochtones et des allochtones aussi. Donc, on avait toute une série de choses. C'est des grands défis. C'est pas si concret que ça, mais c'est des enjeux auxquels on voulait s'attaquer. Donc, de manière générale, dans les 7 thématiques abordées, il y avait des choses qui revenaient, qui étaient très transversales, notamment l'idée de reconnaître et de mobiliser l'ensemble de la population, parce que c'est pas juste les écolos ou juste les élus qui doivent trouver les solutions. Donc, avoir quelque chose qui est beaucoup plus intégré au niveau d'aller chercher l'adhésion de l'ensemble des communautés. Au niveau des lois et règlements, évidemment, il y en existe déjà beaucoup, mais effectivement, on était tous d'accord au niveau de toutes les tables qu'il y avait un problème de fiscalité, de fonds, on pourrait dire même de tenure, qui fait qu'on n'arrive pas à faire imposer l'application des lois, par exemple. Donc, on doit rendre les gouvernements, les différents gouvernements plus imputables à cet effet. Et aussi, évidemment, que ce soit très, au niveau de la gouvernance, un peu plus transparent de manière générale. Pour ce qui est des changements visés, on a essayé de structurer aussi certains éléments pour mieux comprendre les problématiques, et aussi s'assurer que on travaille dans les bons secteurs, qu'on met le doigt finalement sur certains freins, puis essayer de mieux classifier nos différents thèmes. Donc, à cet égard, on a quand même réussi à se donner quand même un bon portrait général, puis essayer de ne pas avoir d'angle mort. Donc, on veut que la conservation de la nature soit au centre finalement de l'ensemble des décisions, qu'elles soient gouvernementales, privées, institutionnelles ou autres. Donc, on a vraiment essayé de s'assurer que nos objectifs généraux
prennent en compte beaucoup d'éléments, notamment l'inclusion, le fait qu'on veut que les personnes pauvres aient aussi leur mot à dire, qu'on soit bien aligné aussi avec les autres interventions, notamment au niveau des objectifs nationaux, provinciaux, fédéraux et même mondiaux. Donc, avoir des objectifs qui tendent à aller vers les grands enjeux qui sont soumis un peu partout dans nos territoires et dans nos États. Euh, Vu qu'il y avait deux équipes au niveau de l'aménagement du territoire urbain, chaque équipe modulait un peu ses objectifs en fonction de qui était autour de la table et de ce qu'ils voyaient comme élément important. Donc, il y a des groupes qui ont travaillé beaucoup plus sur, bien évidemment, on avait un avocat comme Jean-François Girard, pour ne pas le nommer. Donc, effectivement, cette équipe-là avait peut-être une vision plus légale des enjeux. Donc, on doit voir que on a bien compris que certains enjeux étaient très reliés aux ambitions politiques d'appliquer ou non les règlements qu'on met en place. Même quand on modifie des lois, en général, c'est assez bien fait, mais il peut y avoir des blocages de toute façon au niveau politique. Donc, ça aussi, ça a été quand même bien cerné. L'importance des lobbies, qui finalement, c'est eux qui ont souvent le gros bout du bâton, alors qu'ils représentent parfois pas tant de personnes dans l'État ou dans les communautés. Donc, on a quand même fait un travail très, très large pour s'assurer qu'on comprend les enjeux, puis aussi qu'on sort de la boîte, qu'est-ce qui est habituellement libellé au niveau des enjeux et des objectifs globaux. En terre publique, évidemment, c'est vraiment différent de ce qui existe autour des villes. Donc, on doit revoir probablement les jeux de gouvernance, les pouvoirs, comment ils sont placés, mettre au cœur de la réflexion le long terme. Évidemment, les communautés autochtones sont plus habituées de nous rappeler cet élément-là de long terme, alors qu'on n'a souvent pas ça dans tout ce qui est planification, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau en termes de 4 ans, les élections, etc., etc. Donc, s'assurer aussi qu'il y a une meilleure cohésion sociale, des lieux pour être capable d'être un peu plus euh, collaboratif et décisionnel, même au niveau des décisions locales et régionales. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui ont été mis en place par les équipes et qui structuraient finalement vers où on s'en allait pour arriver au Trouvons ensemble, la sixième étape, qui était de réaliser le diagnostic des enjeux pour essayer déjà d'établir des lignes d'intervention. Donc, je reviens avec mes exemples en aménagement du territoire urbain. La solution phare qui a été trouvée par une des équipes, c'est de créer une commission de protection des milieux naturels du Québec. On a déjà l'acronyme, c'est super. C'est PMNQ, il faudrait se pratiquer à le dire. Donc, c'est l'idée de protéger les milieux naturels comme on a fait pour les milieux ruraux, c'est-à-dire la protection du territoire agricole. Donc ça, c'est des éléments qui étaient probablement un peu dans la tête des gens qui ont participé à notre événement, puis qui ont pu prendre le temps de le libeller correctement et aussi inscrire des jalons pour arriver à cette commission-là. Évidemment, ça reste gros à mettre en place et il y aura sûrement des gens qui pourraient contribuer à faire avancer cette idée-là, peut-être dans la salle aujourd'hui. L'autre équipe avait trouvé d'arrêter l'étalement urbain. Ça allait pas nécessairement dans le sens du positif, mais c'est vrai que va de pair avec la conservation. Donc, il faut des fois avoir des slogans un peu plus punch pour que ça chemine également. Au niveau terre publique, on avait l'idée d'augmenter la proportion des aires protégées, notamment en collaboration avec les Premières Nations et aussi dans le but de protéger les espèces à grand domaine vital comme le caribou, par exemple. Évidemment, dans ces choix-là, il y avait eu beaucoup plus de possibilités ou de solutions qui avaient été mises en place par chaque équipe et on en a retenu un certain nombre pour justement les structurer de façon plus précise et s'assurer aussi que, on s'entendait bien sur qu'est-ce qui était le plus prioritaire, mais il faut se rappeler qu'il y avait quand même plein d'autres possibilités. Pour les autres thématiques, on avait
Mise en place de mesures éco-fiscales. On sait qu'il y a des gens qui ont continué de travailler à cet effet au niveau municipal et que ça l'a probablement aidé à faire cheminer ces idées-là d'éco-fiscalité. Pour ce qui est de l'eau, évidemment, on est allé vers des études environnementales régionales parce qu'on sait qu'une des problématiques, c'est l'accumulation des lueurs. Donc, effectivement, avoir quelque chose d'un peu plus structuré par rapport à ça. En terre privée, on est allé vers mobiliser les propriétaires forestiers. On sait qu'il y a des changements, il y a des défis actuellement importants. Je parle de 2022, mais c'est encore 2023, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui. Pour ce qui est de l'agriculture, on visait à faire la conservation en terre agricole. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enjeux actuellement, notamment en Montérégie, à cet effet, des gens qui ne veulent pas nécessairement contribuer ou qui ne voient pas l'intérêt de contribuer à la protection de la biodiversité en terre agricole. Donc, on avait ça sur la table avec un chiffre de vision, d'objectifs et ajouter les sciences d'environnement de façon obligatoire dans tous les programmes d'éducation. Donc, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air, il me reste juste quelques minutes. Au niveau de la dernière étape, quand on prenait notre solution et qu'on la jalonnait pour arriver à 2030 avec une planification qui était très structurée. Par exemple, je vous donne ce qui était comme objectif de l'action pour ce qui est de l'aménagement en territoire urbain. On a un certain nombre d'objectifs avec une cible ultime à droite de la diapo qui est en lien avec les cibles de la COP aussi. Donc, on a à s'assurer d'arriver à ces cibles, à protéger ces cibles-là avec une structure par étape avec un échéancier et tout. Donc, le point de départ, c'est que souvent, on ne part pas de zéro. Il y a déjà plein d'actions, plein de choses qui sont faites, plein d'organismes qui existent ou des lois qui existent. Donc, on ne part pas à zéro. On a aussi souvent, on peut s'appuyer sur des mouvements, des mobilisations communautaires. On doit mettre des jalons avec des objectifs chiffrés idéalement et des dates pour arriver à obtenir notre objectif final. Un deuxième jalon, là, vous voyez que en 2023, on voulait faire beaucoup de choses et puis finalement, il y a sûrement des choses qui ont avancé que je ne suis pas au courant, mais qui permettent d'arriver à 2030 avec notre fameuse commission qui serait en place en 2030 pour s'assurer de la protection de la biodiversité avant de développer ou de détruire des territoires à des fins qu'elle soit institutionnelle, industrielle. Là, je ne nommerai pas de projet en particulier, mais qui nous permettrait de viser une protection de la biodiversité de façon très structurée et légale pour 2030. Donc, évidemment, on essayait aussi de défaire, ça c'était très, très logique et très structuré par jalon. On essaie aussi d'aller vers le rêve, donc s'assurer qu'on est capable d'arrêter le développement urbain pendant qu'on fait cette mise en place de commissions qui protègent les milieux naturels et qui amène aussi un certain zonage. Un peu comme quand on crée des aires protégées, mais de façon plus large dans l'ensemble du territoire. Donc, on a aussi été un peu plus loin que de s'assurer de mettre juste par écrit les étapes de notre grand rêve. Mais vous voyez que on a l'appui de l'UPA en 2030, ça va bien nos affaires. On est capable de travailler aussi avec le forestier en chef et tous les gens qu'on pense qui ne sont pas toujours dans le même objectif que nous. Donc, en foresterie, même chose, je vous donne le compte-rendu global de qu'est-ce qu'on a comme jalon pour arriver à concerter la création d'aires protégées pour atteindre un 30 aussi dans les terres publiques, malgré que ça semble difficile d'arracher des terres publiques alors qu'elles nous appartiennent aux entreprises qui utilisent l'État public. Donc, on a, vous voyez, pour chacune des thématiques, on a réalisé un ensemble de jalons pour être capable d'atteindre en 2030 nos objectifs. Et aussi, on a essayé de bien comprendre nos enjeux à l'intérieur de moins de 48 heures.
Donc, je vais laisser la parole à Louise avant de faire la conclusion. Louise nous amène sur le terrain de voir depuis 2 ans qu'est-ce qui s'est passé et comment certains éléments qu'on avait mis dans notre dans notre marathon, certains éléments qui ont été repris qui fonctionnent avec des enjeux qui sont sur la table ou des orientations gouvernementales et autres. Fait que là, Louise, je ne sais pas trop, je vais essayer de te laisser, mais je vais essayer d'observer quand tu veux que je change de Oui, diapo. OK. Alors, en fait, ce que j'ai fait, j'ai regardé trois grands aspects là, qui ont abouti au cours des dernières années, c'est-à-dire les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, le plan nature et la modification de la loi sur l'urbanisme et l'aménagement. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai regardé les 5 propositions que chacun des groupes de travail avait fait. J'ai regardé, est-ce que ça se reflète dans ce qui a été écrit dans les OGAP, dans le plan nature et dans la loi. Faut croire que au moment du marathon, l'intelligence collective qu'on avait réunie autour avec les 56 participants qui étaient là, tu sais, des fois on dit bon ben on lance les idées dans l'air puis sont capturées par après. Donc il y a plein de choses qui ont été capturées, on peut dire ça comme ça, sans prétendre avoir influencé chacun de ces documents-là. Mais il y a des choses qui ont été capturées qui reflètent ce que vous aviez proposé au moment du marathon. Euh, et je les ai réunis dans ces tableaux-là. Alors, Kim, tu peux passer au premier tableau. Puis ceux qui ont participé au marathon pourront faire le parallèle. Je vais donner seulement quelques exemples. Ainsi, par exemple, je regarde l'orientation 2 des OGAP, déterminer les territoires d'intérêt écologique. Alors, on le faisait déjà. Alors, ça, c'est des commandes, hein, les OGAP, c'est des commandes au MRC. On le faisait déjà dans le cas des schémas d'aménagement des MRC, mais on faisait que les identifier. Alors que là, on ajoute une étape qui est d'établir les moyens de conservation adaptés pour favoriser la conservation de ces territoires-là. Alors, pour moi, ça, c'est un gros ajout qu'on fait. Puis, quand on parlait de protéger 30 du territoire, ben ça va sûrement y contribuer. L'autre chose, l'orientation 1 et je dirais l'objectif 2 de l'orientation 2. L'orientation 2, 1 nous parle d'assurer la résilience des communautés renforcer et surtout d'adapter les milieux de vie au changement climatique. Alors ça, c'était une des choses qu'on avait proposé de se retourner vers les solutions nature davantage. Donc, c'est un peu de ça qu'on revient quand on parle de la résilience des communautés. Et l'objectif 2 de l'orientation 2, contribuer à la résilience des écosystèmes, ben, on parle de limiter la fragmentation du fer forestier de manière à contribuer à la connectivité écologique et à maintenir les services écologiques. Et j'encourage les gens à les télécharger, chacune de ces orientations-là. Ça dépend des MRC, il y en a pour la communauté métropolitaine, pour les communautés métropolitaines. Il y a différentes catégories d'MRC, dépendant si on est dans le plus de Québec habité ou le Québec rural. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis un seuil de 30 à ne pas aller au-dessous pour 30 de couverts forestiers ou de couverts naturels sur un territoire. Donc, pour moi, ça, c'est une grosse avancée. Puis même qu'on demande d'aller plus loin pour les MRC qui sont plus naturels ou plus forestières. Allez voir ça, il faut vraiment que vous soyez conscients de ça, puis vous servir de ça quand on parle de fragmentation, de connectivité écologique et comment les municipalités vont intégrer ça dans leur propre plan d'urbanisme. L'autre chose qui est intéressante, c'est au niveau du milieu agricole. Malgré le fait que le projet de loi 86 nous fait sourciller, là, parce qu'on est un peu inquiet de comment on va protéger la nature dans le milieu agricole, puis on avait proposé, comme le disait Kim tantôt, de protéger 20 du territoire et ça incluait non seulement des projets pour améliorer la biodiversité, mais ça disait aussi de protéger les forêts existantes et les milieux humides existants. Alors, même si l'orientation 3 dit planifier l'aménagement du développement du territoire agricole de manière à assurer sa protection, on a l'impression qu'on parle plus de l'agriculture, mais tout à coup, dans les attentes, on dit concilier les objectifs de protection des milieux naturels et de mise en valeur du territoire à des fins agricoles en zone agricole. Donc, il y a une porte qui est ouverte. Mais ça, c'est le genre de porte que je me dis, faire un marathon collaboratif sur ce thème-là, avec les agriculteurs, avec les élus,
peut-être qu'on trouverait des solutions qui vont satisfaire tout le monde au lieu de faire comme on fait à l'habitude, des idées d'un bord et l'autre et la confrontation. Dans les choses que vous avez dites également, j'en ai gardé quelques-unes qui étaient de, par exemple, promouvoir les activités forestières en terre privée, dans forêt privée. Et ça revient dans les OGAP, de favoriser la mise en valeur des forêts privées. C'est assez conséquent hein, quand on parle de transversalité. Si on veut protéger le couvert forestier, ben, une des façons de le maintenir intéressant, c'est aussi de l'exploiter dans certains cas. Donc, c'est cohérent. Puis, en étirant l'élastique, on peut penser que l'orientation 8, là, qui est la dernière que vous voyez sur cette diapo-là, de valoriser le territoire public et les forêts du domaine de l'État en favorisant leur utilisation durable, polyvalente, optimale, dans le cadre d'une vision globale et partagée. On peut penser que ça rejoint un peu l'attente qu'on avait au moment du marathon collaboratif d'atteindre avec la collaboration des Premières Nations l'objectif l'objectif de 30 d'air protégé. Et on ajoute à ça maintenant les autres mesures de conservation efficaces là, qui pourraient venir compléter notre 30. Donc, en étirant l'élastique, ce qu'on ne sait pas en ce moment, c'est qu'on est en train c'est la révision du nouveau régime forestier n'a pas l'air de s'enligner de ce côté-là. Donc, encore là, on manque une belle opportunité de faire un genre de marathon pour bien consulter les gens sur comment le faire. On travaille encore en silo, alors que probablement que si on assoyait tous les gens ensemble, l'intelligence collective viendrait à bout de trouver des solutions pour le régime forestier. Alors, ça, c'est ce qu'on a au niveau des OGAP. Le plan nature maintenant. Le plan nature nous parle de freiner la perte de biodiversité grâce à la planification du territoire. Ça correspond aussi à la cible 1 de la COP. C'est intéressant de dire que parmi les actions, la première qu'on inscrit, c'est outiller le milieu municipal. Moi, je trouve qu'avec les OGAP, on est assez bien outillés. L'inquiétude que mes amis urbanistes ont, c'est la façon dont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation va interpréter ces OGAP-là pour les mettre en œuvre. Autre belle occasion de travailler ensemble sur comment on va mettre en œuvre les OGAP pour que tout le monde s'entende sur comment le faire. Alors, outiller le milieu municipal, c'est une chose. On a fait des OGAP. Maintenant, outiller, ça veut peut-être aller plus loin que ça dans la façon de trouver les façons de collaborer pour le mettre en place. L'autre, on parle encore de solutions nature, mais ce qu'on remarque là, c'est qu'enfin, dans le sud du Québec, dans le Québec habité, la mise en œuvre du plan nature passe beaucoup par les municipalités. Alors, le lien entre les OGAT et le plan nature, va falloir le renforcer pour être certain qu'on atteigne nos objectifs. Il y a déjà une certaine cohérence là, entre les deux, donc il faut travailler là-dessus. Là où on perd un peu plus de plumes, c'est, je dirais, au niveau de la cible 4, protéger les espèces menacées ou vulnérables. Quand le gouvernement nous dit qu'une des actions, ça va être de protéger et gérer efficacement les populations d'espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l'être et de leurs habitats, avec la collaboration et la participation de l'ensemble des sociétés, dont les communautés autochtones. Alors, on peut dire qu'on a un peu manqué notre coup avec le caribou, dans ce cas-là. On l'écrit dans le plan nature, mais ça ne se concrétise pas sur le terrain. C'est un peu ça qui est ennuyant avec les OGAT. On sait au moins que les MRC, quand ils vont faire leur schéma d'aménagement, ils vont être obligés d'être conformes aux OGAT. Donc, on a un espoir que ça va se traduire sur quelque chose sur le terrain. Le plan nature, il y a beaucoup d'actions. Il y a un plan d'action qui accompagne ça. Il y a des sommes d'argent qui accompagnent ça. Il faudrait que les sommes d'argent, ce ne soit pas juste encore pour faire des analyses, ce serait vraiment qu'on travaille ensemble à trouver des solutions pour finalement aboutir dans certains dossiers qui traînent depuis trop longtemps. J'achève. Qu'est-ce que j'ai? Ah, le fameux 20 ça revient encore. Dans le plan nature, on dit accroître l'adoption de la cible 6, assurer la durabilité de l'agriculture, notamment par le recours de mesures respectueuses de la biodiversité et accroître l'adoption de pratiques agricoles favorables à la conservation de la biodiversité. Donc, c'était pas fou de demander le 20
ça correspond à quelque chose. C'est en lien aussi avec le couvert forestier qu'on veut maintenir par les OGAP. Donc, il y a une espèce de transversalité entre le plan nature et les OGAP pour voir comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre. Encore une fois, la cible 7 de la principale action, c'est promouvoir la conservation et l'utilisation durable des forêts privées et soutenir les propriétaires à cette fin. C'est exactement ce qu'on proposait en forêt privée, rendre disponible du financement pour mettre des outils flexibles et adjoindre des incitatifs financiers pour reconnaître les efforts que les producteurs forestiers en terre privée font pour protéger la nature. Donc, c'était très, très conséquent. C'est très conséquent avec ce que vous proposiez au moment du marathon. Et dans ce cas-ci, soutenir le leadership, la cible 13, soutenir le leadership et les initiatives autochtones en matière de conservation de la biodiversité. Bien, le plan nature veut instaurer des projets pilotes de gouvernance territoriale et participative avec les Premières Nations et les communautés locales. Donc, on peut penser que surtout dans la partie nord du Québec, cette cible-là va correspondre à quelque chose qui avait été proposé par les gens du marathon. Le dernier point, c'est en ce qui concerne, puis là, on est beaucoup dans le blabla. Dans le plan nature, le plan d'action met des sommes d'argent, donc on suppose qu'il va se passer des choses, mais on ne sait pas quoi encore. Moi, j'ai bien hâte de voir, ils ont mis des sommes d'argent. S'ils ont mis des sommes d'argent, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu ne peux pas calculer un budget, arriver avec un chiffre de même sans avoir une idée de ce que tu vas faire. Alors, j'ai beaucoup hâte de voir à quoi concrètement correspondent ces sommes d'argent-là, à quoi ça va correspondre et comment ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs d'ici 2030. Dans le plus concret, je vous dirais, pour l'instant, c'est la modification de la loi sur l'urbanisme et l'aménagement. Parce qu'une des choses qu'on avait proposées, c'est de modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin d'éviter le recours à l'expropriation déguisée de protéger l'ensemble des milieux humides et hydriques du sud du Québec. Et la loi sur l'urbanisme et l'aménagement a ajouté un article qui dit l'accomplissement d'un acte prévu par la présente loi ne crée aucune obligation pour celui qui l'accomplit d'indemniser une personne qui subit par l'effet de cet acte une atteinte à son droit de propriété de son immeuble. Alors, ce que ça veut dire, c'est que l'atteinte au droit de propriété n'est pas compensée si ça concerne la protection des milieux humides et hydriques. On va faire un petit bémol en ce qui concerne ça tantôt. Mais ce qui est ajouté, puis ça, on s'y attendait éventuellement avec les plans régionaux sur les milieux hydriques, on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose. Là. On a fait des plans, il va falloir que ça serve à quelque chose. Ben, c'est à ça que ça sert. Alors, parce que les plans vont nous aider à protéger les milieux humides et hydriques qui ont été identifiés. Maintenant, le deuxième point, ça a été une surprise pour beaucoup de gens. On parle de protéger un milieu naturel, autre que les milieux hydriques, de valeur écologique importante. Là où ça bug en ce moment, c'est que personne n'est capable de dire c'est quoi une valeur écologique importante. Alors, quand on se retrouve, puis il y a déjà des causes en cours où on discute de ça. Alors, ça va être un défi. Et encore là, je pense que c'est un défi qui est à relever par plusieurs personnes ensemble. Il faut qu'il y ait consensus sur comment on interprète un milieu écologique important. Et ça va venir. Il y en a qui travaillent là-dessus. Mais si je reviens à la protection des milieux humides et hydriques, actuellement, c'est bien de l'avoir mis dans la loi sur l'urbanisme et l'aménagement. Mais si le gouvernement, pour nous faire des lois comme le projet de loi 16 pour permettre à Stadlex d'aller dans un milieu humide pour faire un projet et contrer sa propre loi sur l'urbanisme et l'aménagement, on a un problème. Ça fait que, est-ce qu'on a une loi qu'on peut empêcher de mettre en application parce qu'on fait un projet de loi pour l'empêcher de l'appliquer? Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que vous savez déjà de quel bord je me situe par rapport. Alors, j'appuie fortement la municipalité de Blainville de continuer ce débat-là parce que ce n'est pas juste un débat pour la municipalité de Blainville, c'est un débat pour maintenir nos outils juridiques fonctionnels. On se donne des outils puis on les bypass par toutes sortes d'autres façons. Alors, ça, c'est vraiment, mais c'est quand même une grosse avancée par rapport à la loi sur l'urbanisme et l'aménagement. Ce qu'on voit, par contre, c'est là, c'est là que j'en ai, c'est que pour que et le plan nature, et les OGAT, et la loi sur l'urbanisme et l'aménagement aient du sens, soient cohérents, il faut qu'on travaille en transversalité
C'est ce qu'on a essayé de faire avec le marathon collaboratif. C'est ce qu'on devrait continuer de faire, surtout quand on se rend compte qu'il y a des items qui sont très complexes. Il faut que, pour qu'on ait une certaine cohérence dans les décisions qu'on prend, il faut travailler de façon transversale. Alors, c'est ce que le marathon donnait comme exemple et il y a plusieurs des éléments qui sont dans ces OGAT, dans ces plans nature-là, et dans la loi sur l'urbanisme et l'aménagement qui bénéficieraient beaucoup qu'on travaille davantage ensemble. Merci. Merci beaucoup, Louise. Est-ce que Nelly, il y a des questions qui sont arrivées dans le chat ou Il y qu'on en a pourrait une, répondre? il y en a une petite, mais avant de passer aux questions, déjà, je voulais vous remercier pour cette belle présentation. Avant d'ouvrir, je voulais juste vous annoncer notre prochain webinaire. Donc, je vais juste repartager mon écran, puis après, on pourra passer à la période de questions si ça vous va. Donc, oui, je vous annonce que notre prochaine midi conservation aura lieu le 30 avril. Nous accueillerons la réserve internationale de sel étoilé du Mont Mégantic qui abordera les enjeux et les solutions à la pollution lumineuse. Le lien va vous être mis dans le chat. Je vous annonce également que avant ce midi conservation, le 24 avril, le jeudi 24 avril, il y aura notre assemblée générale annuelle qui se déroulera à Odanak. Donc, je sais qu'il y a parmi d'entre vous beaucoup d'organismes de conservation qui sont là actuellement. Donc, si vous êtes intéressés, on va vous joindre le lien dans le chat. Vous pouvez voir la programmation puis vous inscrire. Puis sinon, ben, je vous invite aussi à rester à l'affût. Pour rester à l'affût de nos prochaines annonces et pour ne rien manquer, je vous inviterai aussi à vous abonner à notre infolette si ce n'est passé, ainsi que à nos réseaux sociaux. Donc, si les messages sont passés, on va pouvoir passer à la période de questions. Arrêter mon partage. Alors, Euh, donc, c'est peut-être moi qui arrête le partage, je ne sais pas. si tu veux arrêter mon partage, il n'y a aucun problème. Ou si tu veux garder ton support au cas où il y a des questions qui pourraient revenir sur le contenu, pas de problème. Donc, première question de Charles Latrémouille. Donc, pouvez-vous clarifier si le plan Sud pour le Québec, livre blanc, est mis en œuvre depuis son lancement en 2021? Est-ce que l'information sur sa mise en œuvre est documentée et accessible? Ben, en fait, on n'a pas de. Moi, j'ai pas été au courant d'une suite de ce livre blanc-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui. Louise non plus. Non. En fait, le livre blanc, c'était comme un constat de la situation. On donnait des exemples. C'était un peu aussi pour donner un petit coup de pied derrière, dans le derrière du gouvernement pour qu'il se dote d'un plan nature. Je dirais que la résultante, Charles, de ce livre-là, c'est la production du plan nature. C'était des chercheurs qui s'étaient réunis ensemble, pas nécessairement pour le mettre en œuvre, mais pour faire un constat de ce qui devrait être fait pour protéger la biodiversité sur le territoire. Donc, peut-être que ce serait intéressant de faire le même exercice que ce que j'ai fait pour les OGAT, pour le plan nature, de faire l'exercice entre ce qui a été écrit dans le livre blanc et ce qui se retrouve dans le plan nature et même les OGAT, je dirais, parce que quand on parle d'outiller les municipalités, on retourne aux OGAT pour voir est-ce qu'il y a eu des oublis ou des écarts ou est-ce qu'on atteint nos objectifs. Je sais pas si ça répond à ta question, Charles. N'hésite pas à nous le mentionner dans la boîte questions et réponses. Je vous ai mis aussi la possibilité, vous pouvez lever la main également si vous souhaitez poser une question à l'oral. Donc, prochaine question dans le chat, spectateur anonyme. Le PRMHH ne pourrait pas venir justifier la mise en place des valeurs écologiques? Oui, ben, ils le font, en fait. Les PRMHH le font. C'est pour ça que dans la loi, dans l'article 245, on dit les milieux, pas la valeur écologique des milieux humides et hydriques, on dit carrément milieux humides et hydriques parce qu'ils ont déjà été, comment je pourrais dire, validés par les PRMHH. Ce qui n'a pas été validé, il y a certaines MRC qui l'ont fait, par contre, qui ont fait des plans de nature. Euh, euh, qui ont fait leur propre plan de nature, qui inclut des milieux terrestres, comme les forêts ou autres. Là. Et dans ce cas-là,
c'est pas, on ne peut pas retourner à un plan qui a été exigé par le gouvernement. Là, et c'est très inégal. Là, il y a des MRC qui ne l'ont pas fait du tout. Alors, par contre, il y a effectivement des éléments qui ont justifié de mettre des milieux humides, de justifier la valeur d'importance des milieux humides dans les PRMHH. Des critères semblables peuvent être utilisés, mais il faut que ça soit colligé en quelque part pour que ça soit interprété de la même façon par les avocats et les juges qui ont traité ces dossiers-là quand ils arrivent en cours. Oui, juste pour compléter, ben, les PRMHH désignaient des zones d'intérêt là, au niveau d'une priorisation de la conservation. Ça ne veut pas dire qu'il y a une stratégie de conservation qui est appliquée ou qui va être appliquée. C'est ça qu'on s'attend, mais pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas nécessairement des engagements de protection outre ce qui existe déjà. Donc, une protection supplémentaire pourrait être ajoutée au niveau régional, mais ça ne semble pas être encore très effectif. Peut-être dans les schémas, ça va finir par arriver, Ouais. mais pour l'instant, je ne pense pas que ça s'est rendu jusqu'à cette étape de manière générale. Ok. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, je crois Jean-François Girard, mais il l'a baissé. Donc, si jamais vous voulez prendre Est-ce la qu'on m'en- parole. est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui. Oui. En fait, j'ai rebaissé la main parce que Louise a très bien répondu à la question qui était amenée. Là. J'ai levé la main aussitôt que j'ai entendu la question, mais c'est tout à fait ça. Là. Les milieux humides et hydriques sont déjà désignés comme étant non susceptibles de compensation. Parce que c'était la suite logique des PRMHH. Là. Louise, tu l'as bien expliqué. Mhm. L'enjeu à l'heure actuelle, c'est pour les milieux exondés, là, qui ne sont pas des milieux humides hydriques, pour lesquels il faut faire la preuve qu'ils présentent une valeur écologique importante. Alors, son travail, effectivement, Louise, tu l'as mentionné, là, ça fait partie des débats devant les tribunaux. Je peux vous dire que nos adversaires prétendent que seuls les diamants bruts mériteraient la désignation de valeur écologique importante. Là, on est en train de faire la démonstration que c'est peut-être un peu plus vaste que ça. Là. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. Fier participant du marathon collaboratif. Ouais. nous avons une autre question dans le chat. Clara Galin, donc bonjour. Je crois qu'il y avait un autre changement à la LAU pour que les municipalités puissent intégrer le concept de connectivité dans leur règlement d'urbanisme. Si cela est exact, pourriez-vous élaborer un peu, s'il vous plaît? Et comme cela fait avancer les objectifs en conservation, par exemple. Jean-François pourrait peut-être répondre. Je ne connais pas la loi. Tu sais, moi, j'ai accroché sur l'article 245 parce que je suis impressionnée qu'il ait rajouté les autres milieux de valeur écologique importante. Jean-François, je ne suis pas certaine que dans la loi comme telle, on parle de connectivité. Tu peux y Non, réfléchir pendant que je réponds. Non, c'est ce que je non. pensais aussi. Là où on parle de connectivité, et je vais te faire je vais faire comment ça va se dérouler, c'est qu'il y a un OGAT qui nous parle de connectivité en disant qu'il faut soit restaurer la connectivité ou soit protéger plus de superficie de milieux naturels pour que dans les MRC, par exemple, qui ont jusqu'à plus de 50 de milieux naturels, il y a comme une connectivité naturelle qui se fait, alors que celles qui sont en deçà de 30 d'un couvert naturel vont peut-être devoir restaurer la connectivité. Alors, les OGAT ont mis ça, ce qui veut dire que quand les municipalités régionales de comté vont devoir revoir leur schéma d'aménagement, il va falloir qu'ils intègrent ces notions-là dans leur schéma d'aménagement. Bon, là, on a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a certaines MRC qui sont déjà bien en avance, ils ont déjà même fait des plans. MRC d'Argenteuil, je pense, la première qui a déjà fait des plans où passaient les corridors. La MRC de Bromisquoi a fait la même chose. Donc, il y en a déjà qui ont fait ce travail-là. Il va falloir qu'ils intègrent ça et qu'une fois que c'est intégré dans leur schéma d'aménagement, ça va obliger les, euh, euh, les municipalités à intégrer ces notions-là dans les plans d'urbanisme. Alors, c'est là qu'on va voir si, effectivement,
les OGAT peuvent être. Mais là, si vous y pensez comme il faut, ce qui est, Kim, dans une de ses premières diapositives, va parler d'urgence. Si vous y pensez comme il faut, d'ici à ce que toutes les MRC aient revu leur schéma d'aménagement, ça va prendre une couple d'années. Et déjà, il y a des municipalités, puis je vais vous donner l'exemple de la mienne, à Sutton, qui est en train de revoir son plan d'urbanisme, mais sur la base du schéma d'aménagement actuel. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver à la fin des années 2030 avant qu'on intègre ces notions-là dans le plan d'urbanisme. Alors, moi, je pousse beaucoup sur ma municipalité pour dire, s'il vous plaît, on s'en va vers ça. Prenez-en donc compte aujourd'hui. Vous avez le droit parce qu'un plan d'urbanisme d'une municipalité peut être plus sévère qu'un schéma d'aménagement de sa NRC en termes d'aménagement du territoire. Il ne peut pas l'être moins. Mais il va sûrement avoir une tendance aux municipalités rapidement de faire leur plan d'urbanisme avant que les nouveaux schémas qui intègrent ces notions de connectivité, de restauration, là. Alors, c'est le rôle des biologistes et des gens qui veulent favoriser la biodiversité, de pousser les municipalités à devancer un peu les schémas d'aménagement des MRC pour les intégrer dans leur plan d'urbanisme. Silence, François, tu voulais rajouter quelque Oui, chose? ben, encore une fois, Louise a tout dit, c'est parfait. Effectivement, là, c'est pas dans la loi qu'on parle de connectivité, c'est dans les OGAT. Puis on va s'atteler à la tâche de faire la démonstration que fait partie des considérations liées, les considérations permettant de déterminer la valeur écologique importante d'un milieu que la connectivité de ce milieu-là avec les milieux environnants. Alors, si là, on ne sait pas comment ça va sortir dans les jugements, mais si les jugements, pour ne pas le nommer, là, à Saint-Bruno, l'essentiel, la réflexion du conseil municipal avant d'adopter les règlements reposait sur la connectivité de ce milieu-là avec la région, dans la région. Donc, c'est un critère important qui appuie la valeur écologique importante du boisé des hirondelles, du boisé des hirondelles. Fait que là, il nous reste à faire passer ça dans le droit positif en obtenant des jugements qui vont nous donner raison, là. Merci. Très bien. On passe au commentaire de Denis Odette qui dit excellente présentation et nous met en garde sur ne pas oublier d'indiquer que les autochtones comprennent au Québec les Premières Nations et les Inuits. Euh, Oui, Merci Denis pour ce commentaire. Nous avons aussi des commentaires de Sébastien Lévesque. Puisque les PRMHH sont approuvés par le ministre, l'adoption d'un RCI par les MRC est oui, obligatoire suite à l'adoption d'un PRMHH. Puis il nous oui. dit un autre commentaire sur l'obligation de réviser d'ici 2027 des schémas d'aménagement durable. Oui, c'est ça. C'est ça en le disant tantôt, je me suis rappelé que Jean-François Vachon, là, qui est un urbaniste, m'a dit ça, qu'il fallait que les schémas d'aménagement soient. Mais 2027, ça nous mène quand même loin pour que ça se traduise en action concrète sur le terrain au niveau des municipalités. Merci. Nous avons Réjeanne Bilodeau. Pourriez-vous expliquer la différence et la présence, oh, pardon, pourriez-vous expliquer la différence et la présence des aires protégées et des aires de conservation? Dans les statistiques, comment comprendre qu'est-ce qui est inclus ou dédoublé? Ben, peut-être je peux prendre la parole quelques secondes, ce sera pas long. Aires protégées, c'est ce qui est légalement protégé. Il y a des aires de conservation d'oiseaux, par exemple, qui ne sont pas nécessairement des aires protégées au sens légal, qui sont des lieux quand même importants, mais qu'il n'y a pas de protection légale nécessairement. Donc, c'est les aires protégées qui comptent pour faire le calcul des superficies protégées au Québec, que ce soit en milieu hydrique ou en milieu terrestre. Oui, c'est ça. En fait, dans les aires, on a un registre au Québec des aires protégées. Il n'est pas complet, là, parce qu'il y a beaucoup d'aires protégées en terre privée qui sont backlog, là, qui n'ont pas eu le temps d'intégrer, mais qui sont considérées comme des aires protégées. Puis c'est un des rôles du RMN là, d'aider le gouvernement à intégrer ces aires protégées-là. Puis les autres mesures de conservation efficaces,
Il va y avoir d'ailleurs, il y a eu un webinaire, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, sur ce que ça va représenter. Ce n'est pas des aires protégées, mais c'est des aires qui garantissent qu'on dit conserver, parce que même s'il y a des activités, elles conservent un certain niveau de biodiversité. Et comparativement à, mettons, je prends un boisé, c'est sur ce boisé-là, par exemple, il y a une entente pour que les activités qui maintiennent quand même la biodiversité se fassent sur une période, soit à perpétuité ou au moins sur minimum 25 ans. Donc, ce n'est pas n'importe quelle forêt qui est exploitée qui peut le devenir. Il faut qu'il y ait une espèce d'entente sur la durée. Alors, on parle d'air conservé parce qu'il y a des activités qui sont autorisées qui ne seraient pas dans une aire protégée conventionnelle mais qui permettent de maintenir une certaine biodiversité. Je vais vous donner un exemple bien concret. Un producteur forestier qui ferait un plan d'aménagement bonifié, c'est-à-dire qu'il y a eu un inventaire des espèces menacées, des arbres fauniques et puis tout ça, puis qui va moduler sa production forestière, son exploitation forestière pour respecter ces contraintes-là à son exploitation et qu'il le fait à l'intérieur d'une coop où ils ont une entente pour que pour qu'il y ait des servitudes forestières ou encore qu'il y ait une période sur laquelle le boisé va rester un boisé exploité avec un plan d'aménagement bonifié. Ça pourrait être considéré comme une aire conservée. Merci. On a une personne qui s'appelle KM, je pense que ce sont ses initiales, qui nous dit bravo pour ces résultats. Intéressant de mousser les résultats pour arriver davantage à du concret et peut-être même y associer des porteurs d'action officiels. À quand le prochain marathon? C'est pas Belle parce que ça question, nous tente merci. pas. Oui, c'est ça. En fait, on a eu une belle collaboration avec des gens qui nous ont encouragés à faire le premier, pour pas nommer le RMN. Et puis, je pense que si il y a des gens qui se mobilisent un peu, qui font la demande, je pense que le plan nature, il y a quelques millions dedans. Peut-être qu'il y aurait quelques milliers Ouais. à mettre dans un nouvel événement qui pourrait être soit plus ciblé dans un des thèmes ou plutôt accueillir plus de personnes. Ah. La formule peut varier, mais je pense qu'effectivement, 2 ans plus tard, on pourrait faire un bilan avec qu'est-ce qui a avancé puis qu'est-ce qui devrait être continué d'être réfléchi pour avoir des solutions concrètes. Comme on l'a dit, on sait qu'au niveau politique et des lobbies, c'est pas toujours facile, mais on espérerait que ça suscite un intérêt de reproduire ce genre d'événements très structurés qui amènent des solutions très concrètes. Je voudrais juste rajouter qu'en ce moment, même si ce n'est pas un marathon collaboratif global au niveau du Québec, faire éviter les odeurs qui sont émises par... il y a le credo en Outaouais, influencé par Patrick Gravel et Eric Higgins, qui avaient participé à notre marathon, à nous, qui ont décidé de faire un marathon dans la région avec les Premières Nations de Kitibindigui pour travailler sur un marathon dans leur région sur plusieurs thématiques. Alors, ils reprennent la formule à leur compte. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Et Kim et moi, on est tout à fait disposés à aider les gens, à leur dire, bon, mais à les conseiller sur l'organisation, ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, ce à quoi il faut faire attention si on organise ce genre d'événement-là. Alors, ça peut être le marathon collaboratif s'il fait, mais moi, je trouve intéressant que les gens s'approprient cette formule-là pour montrer l'exemple que de travailler en collaboration, ça peut donner des résultats. Oui, merci Louise. Le RMN a entendu. Donc, prochainement, juste pour vous dire, on a quand même dépassé l'heure, donc peut-être si vous voulez bien arrêter d'envoyer des petites questions, on en a encore 5, 6 qui sont en suspens, donc histoire de ne pas finir trop tard. Donc, on a une autre question, spectateur anonyme. Louise, Kim, vous avez nommé beaucoup de choses qui ont évolué depuis le marathon.
Sur une échelle de 0 à 100, pouvez-vous évaluer votre niveau de satisfaction? Avez-vous des idées pour faire monter cette note de satisfaction à court ou moyen terme? Hmm. Ben, moi, ma note de satisfaction, je suis très critique dans le sens où quand c'est seulement des écrits, je ne suis pas satisfaite. Moi, il faut vraiment que j'ai des résultats sur le terrain. Alors, mettons que je me garde une réserve sur ce que ça va donner d'ici 2 ou 3 ans. Tu sais, on a eu des belles initiatives avec la SNAP de propositions d'art protégé dans le sud du Québec. Bon, mais est-ce que ça va aboutir? Comment ça va aboutir? Moi, ce qui me préoccupe, c'est à la fois les OGAT, quand je vais voir les MRC dans 2 ans, quand je vais voir que les MRC ont vraiment intégré ce qu'il y a dans les OGAT, dans leur schéma d'aménagement, là, je pourrais te donner une note sur la façon dont ils l'ont intégré. Là, je pourrais te donner une note. Alors, disons qu'avec tous ces écrits-là, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Hein? Je suis plus à 50%. Moi, ce que j'aime, c'est quand on aboutit sur des choses concrètes. Disons que les écrits nous sur une bonne voie, mais puis je sais que les gens qui ont travaillé sur le plan nature, parce que j'ai des amis qui ont travaillé là-dessus, ont travaillé très, très fort. Ils se sont fait retourner à leur table de travail régulièrement parce qu'il fallait que ce plan nature-là fasse consensus avec les autres ministères. Ça a été un énorme travail, mais ça reste des écrits. Là, on a mis, peut-être que si les plans d'action m'avaient donné un peu plus mis un peu plus de chair autour de l'os, je pourrais, là, tout ce que j'ai, c'est un montant d'argent pour une action. Peut-être que je serais capable de donner une meilleure note, mais je vous dirais que je vais donner une note, mettons une note de passage, mais pas plus. Tim, toi, ton taux de Ben satisfaction? là, en fait, c'est difficile de dire ça, mais moi, je suis plutôt pessimiste, là. Ça va vraiment pas assez vite. Il y Ben, a des ça, c'est le choses, problème. effectivement, des documents qui sortent, des intentions, mais dès qu'il y a un moment où on pourrait voir cette intention-là se concrétiser, ou une protection environnementale, qu'elle soit privée ou publique, c'est toujours les intérêts économiques. Donc, moi, je suis plus à 25 de satisfaction parce que pour l'instant, je ne vois pas qu'on va y arriver d'ici 2030. Et l'urgence est à plusieurs niveaux, là. Il y a des urgences sociales, il y a des urgences éducatives et internationales et économiques. Donc, notre petite urgence, elle a de l'air tout le temps à passer après les autres, alors qu'elle est centrale pour l'avenir de l'humanité carrément. Donc, on a vraiment à aller beaucoup plus rapidement. Et quand on a l'air d'avancer, souvent on avance d'un pas et on recule de deux. Donc, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Donc, je ne suis pas aussi optimiste que Louise. Je reste à 30 25-30. Voilà. Ça marche, merci. Prochaine question, David Farron qui nous dit, l'analyse des documents de planification tels que le PRMHH ou la création de réserves naturelles en terre privée prennent des années à analyser dans les ministères. Comment allons-nous y arriver avant 2030 avec les délais aussi longs? Je viens de le dire, Ben, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Allez hop, on y va, la gang. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis pas dans ces bureaux-là. Ça semble être très difficile. Je dirais que c'est un travail de longue haleine, beaucoup de freins à l'intérieur même des ministères, que ce soit environnement ou les autres, même les gens de bonne volonté qui veulent que ça avance rapidement. Il y a beaucoup d'étapes qui sont administratives, qui sont très, très longues, parfois nécessaires, mais vraiment trop longues. Il y a un manque d'effectifs, un manque de collaboration parfois entre les ministères aussi. Donc, effectivement, c'est un peu trop long. On pourrait en parler longtemps, mais effectivement, il va falloir mettre les bouchées doubles. On peut pas. Ben, ça fait depuis les années 80 qu'on dit ça, là. Fait que, il faut ouais. vraiment. C'est pour ça qu'on parle d'un changement majeur à effectuer dans la société pour que ça aille beaucoup plus rapidement. Ça va être une question de survie. Quand l'inondation est là, on sort les meubles, hein, ça va vite. Quand on a un feu de forêt, on évacue, ça va rapidement. Mais quand les choses, il y a une érosion très, très lente de la biodiversité, on ne la voit pas tous les jours, ça ne semble pas si urgent que ça, alors que l'urgence, elle est prouvée de multiples façons. Puis là, ce qui est un peu décourageant, c'est on a vu avec le budget de M. Girard là, qu'on va couper, déjà on a coupé dans l'embauche au gouvernement qui permettrait de bonifier les équipes pour faire accélérer, par exemple, les dossiers des réserves naturelles, les visas fiscaux pour
les incitatifs pour les propriétaires. Donc, est-ce qu'il faut repenser la façon où, tu sais, moi, je comprends, je vais vous dire une grosse fierté, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut euh, accélérer certains projets à cause de la situation économique en faisant en tournant davantage les coins ronds ou en enlevant certaines exigences. Peut-être qu'on devrait exiger de tourner, entre guillemets, les coins ronds pour protéger davantage le territoire. Bien. On a une dernière question de Marie Meunier. Est-ce que les terres enregistrées comme ANCE comptent dans le calcul du 30%? C'est Je pense l'intention que du gouvernement. ben, pas pour l'instant, c'est pas encore là, mais Pas ça encore, pourrait. là, parce C'est qu'on ne ça le les a pas but. désignés encore, mais c'est, d'après nous, en tout cas, c'est l'intention du gouvernement. Mais si vous retournez à la présentation, c'est le RMN qui avait fait la présentation sur les AMCE. Non, c'est Si vous Nature retournez, Québec, pardon. c'est Nature Québec. Alors, si vous retournez sur le site de Nature Québec et vous écoutez la présentation sur les EMCE, les gens, j'ai entendu autour de moi, ah ben là, on va atteindre le 30 avec les EMCE, mais même si on intègre les aires protégées en terre privée comme aires protégées et qu'on rajoute les EMCE, pour moi, ça ne représentera pas beaucoup plus que 1 à 2 de superficie avec aires protégées, conservées, combinées. Alors, comme on se situe actuellement à 17 si on atteint 20 avec ça, ça va être beau. Donc, il y a encore un gros, gros effort au niveau de la protection de grands territoires. On a Marc-Olivier Brouard qui nous dit que les ANCE contribueront à la cible 30-30 s'il s'agit d'aires conservées pérennes. C'est ça. Mais ça ne sera pas, tu sais, les gens pensent que ça va être une panacée puis que ça va nous amener rapidement aux 30 enfin, moi, c'est ce que je lis dans la définition des AMCE. Pour l'instant, ça va nous permettre de faire des gains, oui, c'est certain, puis surtout des gains importants pour le sud du Québec. Mais la cible du 30 il va falloir faire des efforts beaucoup plus grands au niveau de la protection de grands territoires. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, peut-être encore une dernière, mais sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je mettrai fin à ce webinaire. Donc, je voulais encore vous remercier, Louise et Kim, pour votre présence et cette magnifique présentation. J'espère qu'à vous tous, ça vous a plu également. On a un dernier commentaire de Bert Klein. Bravo Louise et Kim, super travail. Ça m'a fait plaisir d'entendre votre présentation. Je sais que à l'intérieur des ministères, il y a beaucoup de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Malheureusement, ils n'ont pas de contrôle sur comment les autorités des ministères gèrent les C'est ça. dossiers. Donc, Ouais. merci pour ce commentaire, Bert. On compatit avec eux. Parfait. Donc, merci encore. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot, Kim, Louise, à nos Ben, partenaires. merci pour l'invitation, Nelly et le RMN. Donc, on a vraiment aimé faire l'exercice. Ça nous a aussi obligés à se rappeler des étapes, qu'est-ce qu'on avait fait exactement 2 ans plus tard. Puis ça nous a donné le goût d'en faire un autre ou de participer à ceux des gens qui voudront en organiser aussi. Donc, on reste ouverte aux demandes d'informations ou à toute personne qui voudrait repartir quelque chose. Je pense qu'on pourrait faire le bilan et avancer encore plus. Merci, Parfait. Nelly. Ouais, merci. Merci à tous les participants aussi d'avoir été là. Merci. Mais Oui, je vous souhaite à tous une belle après-midi et on se dit à bon bientôt pour un printemps. prochain Bon printemps. Futur Marathon. Oui, bon printemps. Au revoir. Au Merci. revoir. Bye.